pour rester dans un certain formalisme, je pense que nous pouvons considérer que ces acclamations supposent que le bilan d'activité de notre président est approuvé. Donc... Nous allons maintenant passer à une matière un peu plus austère, mais ô combien nécessaire, qui est le bilan financier, la présentation du bilan financier de l'agence. Donc vous avez dans vos sacoches le bilan financier des 4 années écoulées, avec toutes sortes de chiffres. Et là, avec un petit diaporama, nous allons mettre le projecteur sur quelques points importants en quelques minutes pour vous présenter ce bilan financier. Peut-être souhaiterais-je vous dire en introduction aussi combien le rôle de la Commission des finances a été important dans cette mandature. Le président Fontaine lui a donné vraiment un grand essor et une grande importance dans les instances de l'agence. La Commission des finances, vous le savez, est une émanation du Conseil d'administration et c'est elle qui prépare les décisions du Conseil d'administration en matière financière, notamment bien sûr le vote du budget et de ses décisions modificatives et le vote des états financiers de l'année écoulée. C'est l'exercice que nous avons fait lundi. Mais je voudrais insister sur le fait que c'est très, et je pense que Monsieur le recteur sera d'accord avec moi, c'est très sécurisant pour l'exécutif d'avoir une commission des finances qui est à la fois très vigilante sur ce que nous faisons, qui pose beaucoup de questions et qui a aussi un regard toujours bienveillant sur ce que nous faisons, avec donc les membres, les représentants des États et les représentants des universitaires, bienveillance et exigence. Et je crois que ça nous a permis beaucoup de progresser. Et c'est aussi, je crois, à mettre au crédit du bilan du président Fontaine. Alors, donc, maintenant, nous pouvons donc, passer aux ressources. Je ne reviens pas sur le commentaire. Le président Fontaine en a parlé dans son exposé, si ce n'est pour souligner une nouvelle fois, on le voit très clairement, hein, c'est en brun sur le schéma, l'augmentation des ressources de nature contractuelle qui sont passées de 6,4% en 2008 à 12% des ressources de l'agence. Donc cette diversification, en fait, elle nous a permis de compenser presque mathématiquement la baisse des subventions gouvernementales qui est exactement de 6,7% sur la période. Or, les biens et services à titre gratuit sur le schéma qui vous est présenté. Donc, baisse des subventions gouvernementales. La part de la France, qui est, comme le rappelait le président, notre plus important contributeur et de très loin, est passée de 90% en 2008 à 87% de l'ensemble, ce qui reste encore extrêmement élevé et qui est bien entendu, malgré la générosité des autres États contributeurs, un facteur de fragilité pour notre agence. Nous en sommes extrêmement conscients. Alors, parallèlement à cette baisse des ressources gouvernementales, le nombre des membres n'a cessé de croître. On le voit très bien sur ce schéma, de près de 20%, comme l'évoquait le président Fontaine tout à l'heure, ce qui a induit une hausse des cotisations à due concurrence. Mais les cotisations représentent néanmoins toujours un montant très faible de notre budget. Les cotisations que vous nous versez représentent environ 2% du budget global de l'agence. Voilà pour les ressources. Alors, si nous regardons les dépenses, dans le budget de l'agence, elles sont présentées de deux façons. Les dépenses par nature
et les dépenses qui résultent d'une ventilation analytique et que nous appelons dépenses par destination. Alors, si on regarde les dépenses par nature, on voit une stabilité sur la période qui est normale puisque le budget lui-même, le budget global, est resté stable sur la période aux alentours de 40 millions, comme on le disait tout à l'heure, 40 millions d'euros bien sûr. Mais ce qu'on observe en fin de période, sur l'année 2012, c'est une augmentation de la part du personnel, c'est en bleu. Alors, plusieurs causes à cela. La première, c'est que nous avons des nouvelles implantations. Donc, même si nous sommes extrêmement vigilants à garder la masse salariale dans des proportions les plus restreintes possibles, donc même si nous sommes très vigilants, il faut quand même créer quelques postes, n'est-ce pas Christina, pour pouvoir faire fonctionner ces nouvelles implantations. C'est la première cause. La deuxième cause, c'est que nous avons eu à cœur, sur la période de la mandature, à nous mettre en conformité avec les législations locales, ce qui n'était pas toujours le cas, il faut le dire. Et donc ça aussi, ça induit des coûts supplémentaires du côté des charges sociales notamment, mais aussi des revalorisations salariales qui sont obligatoires dans certains pays. Nous avons aussi, troisième cause, joué de malchance. Notre budget est en euros, vous le savez. L'euro s'est plutôt déprécié assez fortement sur la période par rapport au dollar canadien et au dollar américain. Or, il faut savoir qu'à peu près un quart de notre masse salariale est versée en dollars. Donc, il y a eu des pertes de change importantes. Et enfin, et ça montre le dynamisme de l'agence, une part croissante du personnel et du personnel sur projet. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont recrutés pour une durée déterminée sur des projets précis, mais ils sont compris dans les charges par nature en ce qui concerne le personnel. Nous allons maintenant voir ce qu'il en advient du côté des charges par destination. Donc là, nous avons la ventilation analytique que j'évoquais tout à l'heure et on voit une grande stabilité du poids qui est dévolu aux actions de l'agence, à la programmation, c'est-à-dire à ceux dont vous êtes tous les porteurs. Surtout si on compare à l'année 2008, on voit dans quelle proportion importante cette part consacrée aux actions accrues. Et bon an, mal an, elle reste stable, elle oscille entre 70 et 74% des ressources de l'agence, ce qui veut dire qu'entre 70 et 74% des ressources de l'agence sont injectées dans les actions de l'agence, et c'est un fait assez exceptionnel dans les organisations pour pouvoir être souligné. Ça vous intéressera peut-être de voir comment se répartissent les actions en termes financiers selon les trois axes qu'évoquait le président Fontaine tout à l'heure. Voilà, donc selon les objectifs stratégiques. Si on prend à peu près 30 millions qui sont dévolus aux dépenses, on peut revenir à la précédente ? 30 millions dévolus aux dépenses, on a 10 millions pour l'objectif stratégique numéro 1, 13 millions pour le 2 et 7 millions pour le 3. Voilà, donc un équilibre grosso modo budgétaire entre les trois grands objectifs de l'agence. On peut passer. Alors là, le président Fontaine évoquait la déconcentration dans son exposé. Et là, on la voit vraiment concrètement en marche, la déconcentration, si je puis dire, parce que vous voyez, les services centraux de Montréal et de Paris représentent 19% du budget de l'agence. Il faut savoir qu'en 2008, ils en représentaient 40%. Donc on voit bien qu'il y a eu
un transfert financier très important des services centraux vers les régions de l'agence, vers les bureaux de l'agence. Et on constate aussi que l'Afrique et l'Asie représentent à elles seules environ 60% des ressources affectées de l'agence. Alors, l'agence ne fonctionne que par son personnel et par la qualité du personnel. Nous avons 432 équivalents temps plein en 2012, puisque maintenant nous avons une comptabilité par équivalent temps plein, donc d'employés, qui sont également, eux, d'origine diversifiée. C'est-à-dire que nous n'avons pas seulement une diversification des ressources, mais de plus en plus, nous recherchons une diversification des origines des employés. On va le voir sur le schéma suivant. On voit que, bien entendu, les contrats à durée indéterminée, et c'est tout à fait normal, forment le socle du personnel de l'agence, mais il y a un nombre non négligeable de CDD, de contrats à durée déterminée, 13%, de détachements, 4%, donc ce sont des détachements par les États au profit de l'agence. Nous avons 17% de mise à disposition et nous sommes très reconnaissants aux universités qui détachent, vous voyez, 17% du personnel de l'agence est détaché des universités. Et il y a une petite catégorie qui est en train de monter, c'est le personnel sur projet que j'évoquais tout à l'heure, qui était à 0% en 2008 et qui est maintenant à 3%. Voilà pour ces diapos. Je voudrais terminer peut-être en vous disant que la mandature a été aussi marquée par des réformes très importantes en ce qui concerne la gestion de l'agence. Nous avons créé une direction des finances et puis nous avons pris toute une série de mesures. Je ne vous les énumérerai pas toutes, ce serait très long et fastidieux, mais quand même quelques coups de projecteur. Donc, sur le plan réglementaire, nous avons créé un audit interne et nous avons fait un gros travail sur le pouvoir de signer les actes et d'engager les dépenses. Nous avons beaucoup réglementé sur ce sujet. Nous avons également créé des dossiers pays, c'est-à-dire des dossiers qui nous permettent de nous mettre en conformité avec la réglementation des pays au plan social et fiscal notamment. Sur le plan des ressources humaines, réforme de la grille des emplois, nouvelles procédures pour l'avancement du personnel, un contrôle rigoureux de la masse salariale par le biais de différents moyens techniques dont je vous fais grâce. Sur le plan budgétaire et financier, nous avons, sous l'impulsion de notre directeur des finances, rénové complètement le dialogue budgétaire de façon à avoir une meilleure allocation des ressources. Nous avons instauré une comptabilité d'engagement pour être encore plus rigoureux et transparent. Nous avons revu nos politiques d'achat, nos négociations tarifaires, nous avons fait évoluer notre logiciel de gestion, etc. Et en termes de pilotage de l'agence, nous avons mis en place aussi un contrôle de gestion. Nous avons maintenant une contrôleuse de gestion et nous nous sommes dotés, ça a été approuvé par la Commission des finances et le Conseil d'administration, nous nous sommes dotés d'un plan de gestion des risques comme doit le faire toute grande organisation sérieuse et bien d'autres mesures allant dans ce sens, je vais encore une fois très vite. Donc l'idée générale, c'est de dire que l'agence s'était efforcée, enfin nous avons essayé en tout cas, d'appliquer à nous-mêmes les principes de la bonne gouvernance
Et avec notre recteur et l'ensemble de l'équipe, nous avons travaillé sans relâche à essayer d'optimiser la gestion et donc, et ça c'est le plus important et c'est pour votre bénéfice, l'emploi de nos ressources en étant chaque jour tout à fait conscient que le vrai capital de l'agence, c'est la confiance que vous placez en nous. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y aurait des commentaires, des questions, des demandes de précision concernant le rapport du bilan financier que nous a présenté la secrétaire générale? Très difficile à voir. On ne sait pas si oui. Éric Crubézy, vice-président Relations internationales Toulouse. 3. En face de vous, Monsieur le Président. Ah. Merci. Merci. On apprécie les efforts qui ont été faits pendant ces 4 dernières années pour, je dirais, diminuer le budget de fonctionnement. Cependant, on peut quand même remarquer que le budget de fonctionnement à l'heure actuelle est supérieur à 25%, ce qui reste très élevé en termes de finances publiques, alors même que vous avez des personnels qui sont mis à disposition, ce qui fait que, en fait, le budget de fonctionnement est bien supérieur. Dans les 4 années qui viennent, comment allez-vous essayer de diminuer ce budget de fonctionnement, s'il vous plaît? Oui. Alors, le budget de... Vous parlez du budget de personnel ou du budget de fonctionnement? Parce que oui, le budget, quand on regarde le budget total, c'est-à-dire ce qui est affecté aux actions, oui, il est légèrement inférieur à 75%. Oui, donc, c'est-à-dire que le reste... Ah, d'accord. Voilà, la totalité. Oui. Alors même qu'il y a du personnel qui est mis à disposition, ce qui fait que sur le budget, vous pourriez le faire exploser, quoi. Alors, le chiffre de 70% est quand même un chiffre très élevé pour une organisation. 70% dévolu aux actions, c'est quand même énorme. Et le socle de fonctionnement, y compris les dépenses de personnel, reste, je trouve, de mon expérience, encore relativement réduit. Il faut dire que le personnel qui nous est mis à disposition par les universités, bien, il a un coût pour nous quand même. Bien sûr, nous en sommes très heureux et très fiers, mais nous versons à ces personnels des compléments de salaire. Donc, pour répondre très précisément à votre question, ils ont un impact sur la masse salariale et un impact qui peut être parfois important. Mais nous sommes extrêmement vigilants sur cette question. En effet, je vous le confirme. Oui. Il faut savoir aussi que dans les frais généraux, donc il n'y a pas que les frais de personnel et les frais d'administration, il y a une part très importante qui est la vie que nous appelons l'institutionnelle et qui est en fait la vie associative. Un exemple très concret, l'Assemblée générale qui a un coût élevé, et c'est normal, très élevé, vous êtes venus très nombreux, on est très, très heureux, mais tout ça a un coût. Donc ce coût-là est imputé dans les 20-25% que vous évoquiez, monsieur. Donc ça pèse, mais pour nous, ça n'est pas vraiment du fonctionnement, c'est de l'action, c'est la vie associative. C'est le nerf de la vie de l'agence. Merci, Madame la Secrétaire Générale. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Yves Voltaire, recteur de l'Université publique du Sud, au Haïti. Merci pour cette présentation. Je suis curieux, Monsieur le Président, par rapport aux mentions que vous faites. Vous mentionnez en tout cas à plusieurs reprises biens et services à titre gratuit.
Je voulais savoir de façon un petit peu plus précise qu'est-ce que cela représente. Et il semble aussi que vous arrivez à chiffrer un peu en termes de pourcentage, puisque vous dites qu'à un certain moment, dans certains domaines, ça influence beaucoup. Donc, qu'est-ce que ça représente, juste par curiosité? Oui. C'est bien et services à titre gratuit. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Ça représente environ 2,5 millions en termes de budget. Ce ne sont pas des espèces sonnantes et trébuchantes. C'est pour ça que dans le diagramme que vous avez vu, on voyait le budget hors biens et services à titre gratuit. Mais ce sont si je puis dire, des apports en nature que nous donnent les universités. Ça peut être essentiellement d'ailleurs de la mise à disposition de locaux. Ça peut être aussi de la mise à disposition de personnel dans à peu près pour le quart de ces 2,5 millions. Voilà, donc il nous a semblé juste de valoriser ce que représentaient ces apports en nature et c'est ce que nous valorisons à hauteur de 2,5 millions. Et en fait, nous avons eu quelques discussions au cours des quelques dernières commissions de finances par rapport à ceci. Puis moi, je suis toujours sous l'impression que nous sommes un peu, je dirais, conservateurs par rapport à l'estimation. Quand on pense que vous, comme les collègues partout dans les universités, le temps qu'ils consacrent à l'évaluation des propositions qui arrivent, etc. Et je crois que lorsqu'on regarde à ceci, on aurait probablement un chiffre qui est beaucoup plus important que cela. Et je crois qu'éventuellement, il faudra le faire pour démontrer la contribution, au-delà des contributions gouvernementales, quelle est la contribution réelle de notre vie associative au fonctionnement de l'agence. Et c'est beau, à mon point de vue, c'est beaucoup plus important que 2 millions si on regardait à tous ces éléments-là. Oui, je suis Anaclé Fomété, recteur de l'université de Tchang au Cameroun. Monsieur le Président, j'ai bien apprécié cette présentation et j'ai une question qui concerne les revenus, les recettes. J'ai bien remarqué, vous l'avez dit, les contributions demeurent marginales, 2%, je crois, d'après ce que j'ai pu comprendre. Les cotisations. Alors, je souhaiterais qu'il y ait une clarification par rapport à l'une des parts importantes de ces recettes, en plus bien sûr des contributions gouvernementales, c'est les recettes contractuelles. Je ne sais pas quelle est la nature de ces contrats, parce qu'il me semblait qu'il y a là un aspect important qui pourrait... ensuite, je souhaitais faire un petit commentaire à titre personnel par rapport à ce que vous avez dit. Je suis tout à fait effectivement d'accord avec vous. 70%, plus 70% par rapport précisément aux actions, même pour une université, ça semble extrêmement important. Les chartes de fonctionnement, souvent, n'est-ce pas, représentent une part très importante. Donc, arriver à 70%, je pense que l'effort mérite d'être salué et peut-être encouragé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur, pour ce compliment. Pour ce qui concerne les contributions contractuelles donc, qui sont appelées à se développer, ce sont essentiellement des contributions qui résultent de partenariats avec les grands organismes internationaux de type l'Agence française de développement, pour, par exemple, l'initiative pour la formation des maîtres à distance, IFADEM, par exemple. Ça peut être aussi des ressources qui nous sont données par des gouvernements, mais pour un projet précis. Monsieur le ministre roumain, ce matin, évoquait dans son allocution les bourses Eugène Ionescu. Eh bien, le gouvernement roumain nous donne 400 000 euros chaque année pour gérer en son nom ces bourses Ionescu. Voilà deux exemples de subventions contractuelles. Je suis Patrick Attier, directeur général de l'École supérieure d'informatique d'Haïti à Port-au-Prince. Ma préoccupation vient du fait que le nombre de membres augmente, ce qui est en soi une excellente chose et ne fait qu'enrichir le réseau.
mais que le budget reste stable et n'augmente pas. Je sais que vous faites énormément d'efforts pour prendre votre bâton de pèlerin, si vous me permettez l'expression, pour vous assurer que le budget reste stable. Mais on est quand même dans une zone assez dangereuse. Les gouvernements des pays développés ont leurs propres problèmes à gérer. Il se pourrait que demain, leur budget baisse encore. Je crois que nous allons devoir faire une réflexion de plus en plus originale et innovatrice quant à notre capacité à accroître ce budget. Et peut-être qu'en ce sens, il faudra que les membres aussi, donc les membres de l'agence, deviennent de plus en plus agressifs, de plus en plus innovateurs, comme je disais, pour aider l'agence aussi à non seulement stabiliser ce budget, mais à l'augmenter. C'est une préoccupation, je n'ai pas de réponse parfaite ou toute faite pour l'instant. Merci. Merci beaucoup. Je crois que c'est un enjeu qui se discute déjà, soyez-en assurés, au niveau du conseil d'administration, au niveau de la commission de finances et ailleurs. Et en fait, je crois qu'il y a deux façons de voir la chose. Il y a évidemment ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut assurer une plus grande diversité de nos recettes, donc de la provenance de nos recettes, et je pense qu'on en a discuté. Je crois que nous sommes sur la bonne voie, il faut continuer sur cette voie-là. Mais aussi, vous savez, quand on gère dans une institution, il y a une autre façon de voir les choses aussi au niveau des ressources. Parce qu'à un moment donné, on ne peut plus seulement voir au niveau des recettes. Et donc, c'est la façon la plus judicieuse d'assurer les dépenses. Et qu'est-ce qui sera le plus, je dirais, avec je dirais, des initiatives qui ont une plus longue pérennité et aussi des initiatives qui invitent au partenariat. Et je crois que ça, l'agence aussi, je l'ai expliqué brièvement dans la nouvelle politique de la vie associative. Je crois que nous devons simultanément aller dans ces deux sens. Alors, je crois que nous avons bien amorcé ceci et évidemment, les besoins ne s'en vont pas en baissant, tout au contraire. Et c'est là, je pense, un des défis que nous sommes tous, bien sûr, aux prises. Mais je crois qu'il faut trouver une façon d'innover par rapport à la façon d'aller chercher ces recettes-là. Et c'est nouveau aussi, hein, c'est nouveau. Il y a 2 ou 3 ans que nous avons maintenant entrepris cette aventure de revenus, des recettes basées sur le contractuel. Oui. Et puis, il y a l'autre versant de la question qui est aussi de faire des choix. Hein. Effectivement, nous serons obligés, mais c'est peut-être un bien à faire certains choix. Et je pense qu'on en rediscutera peut-être au moment de la programmation, en examinant la programmation quadriennale. Oui, docteur Hassan Nadir Khairallah, ici, monsieur Fontaine. Je ne vois pas là. Ah, ici, là, d'accord. Oui. Oui. Allez, je vous entends. Hassan Nadir Khairallah, président de l'Université française d'Égypte. Puisque les activités de l'AEF sont dans l'intérêt d'un très grand nombre d'universités de pays, pourquoi pas essayer d'augmenter le nombre de bailleurs de fonds de telle façon que de plus en plus de pays qui bénéficient des activités de l'AEF contribuent. Parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'une organisation pareille continue à travailler et on continue à donner ces bénéfices à ces pays et à ces universités. C'est un effort qui est constant, c'est un plaidoyer qui est pratiquement quotidien de la part du recteur et des membres de l'exécutif. Et soyez assurés que c'est un débat que nous entretenons avec les pays. Et donc, en ce sens-là, on voit aussi qu'il commence à avoir un certain mouvement. J'ai eu des discussions tout à l'heure avec des personnalités politiques. Il faut continuer en ce sens-là. Vous avez absolument raison. Alors peut-être, s'il y a au besoin, une autre question, et je demanderai le vote sur l'approbation du bilan financier. Oui. Directeur général de l'ENAM de Madagascar, s'il vous plaît. Oui, à la fin du rapport financier, il était mentionné que les efforts vont porter sur les frais généraux, les charges de personnel, préservation de la capacité d'intervention de l'agence, garantie des bons exercices et de ses missions. Mon observation est la suivante. Dans le statut, il est marqué la nature des ressources de l'AUF, mais il n'est pas marqué la nature des dépenses. Alors, pour que les rapports de résultats financiers puissent être appréciés par l'Assemblée générale,
je pense que la justification doit se baser par rapport également à la nature des dépenses, puisque l'AUF donc compte bien gérer l'association sur la base du principe de bonne gouvernance, et l'appréciation de la gouvernance, c'est aussi sur la base statutaire par rapport à ce qui est écrit. Donc, évidemment, les statuts sont déjà votés, les modifications, mais je suggère quand même que la nature des dépenses doit être marquée dans les statuts pour que l'Assemblée générale puisse justement adopter les rapports financiers par rapport à ce qui est prévu dans les statuts concernant donc la nature des dépenses. Merci. Oui. Alors, merci monsieur pour votre question. La nature des dépenses, elle est prévue. Nous avons, nos statuts sont complétés par un document important. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure pour aller un peu plus vite, mais un document important qui est le règlement financier de l'agence. Et c'est un document qui, chaque fois que nous le modifions, est soumis à l'approbation de la Commission des finances et du Conseil d'administration. Donc il a une force de loi importante et c'est lui qui donne la nature des dépenses de l'agence. Et bien entendu, elles sont ensuite ventilées dans le budget qui est voté par votre conseil d'administration. Ce budget est lui-même conforme au plan comptable et aux normes internationales. Et je rajoute aussi que tout ça fait l'objet d'un audit chaque année par un auditeur indépendant. Donc les mesures de contrôle sont très strictes concernant la façon dont nous construisons notre budget et dont nous ventilons les dépenses selon le plan comptable. Là, j'ai présenté une ventilation par objectif stratégique parce que nous avons pensé que c'était plus intéressant pour vous de savoir sur quel sujet d'action allait l'argent. Mais nous l'avons aussi présenté selon les dépenses par nature, c'est-à-dire avec le personnel, les frais généraux et la vie institutionnelle. Donc vous l'avez eu aussi dans les diapos qui ont été projetés tout à l'heure. Merci, Madame la Secrétaire Générale. Alors donc, je pense que est-ce que vous êtes prêt pour le vote sur le bilan financier? Oui, alors si oui, je demanderai toujours au carton vert de bien lever votre carton, qu'on puisse voir si le vote est favorable. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui votent contre l'adoption du bilan financier? Je n'en vois aucun. Alors, merci beaucoup. Je pense que nous avons adopté à l'unanimité. Merci. Merci, Madame la Secrétaire Générale. Nous allons changer de registre. Avant d'annoncer la prise de parole de M. Bernard Cerchilini, il convient que je sacrifie au rituel en disant quelques mots de présentation. Quelques mots seulement, puisque voici la 6e année qu'il occupe les hautes fonctions de recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, ayant été reconduit dans son mandat en 2011 et par conséquent, le présenter serait présenter l'AUF en personne. J'évoquerai donc moins le grand patron, actif, attentif, inventif, qui, dans sa collaboration si harmonieuse avec Monsieur le Président Yvon Fontaine, a su remodeler notre agence pour la rapprocher de plus en plus du monde tel qu'il va, sans cependant jamais transiger sur les valeurs qui donnent un sens à notre action. J'évoquerai moins le recteur, connu et admiré de vous tous, que l'intellectuel humaniste, et puisque c'est la francophonie
qui nous rassemble, le philologue, ou pour mieux dire encore, le gastronome de la langue française. Et si la linguistique a le droit d'aspirer au statut de science rigoureuse, c'est plutôt comme gai savoir que notre recteur l'a conçu, enrichi et donné à savourer à ses lecteurs dans ses nombreux livres savants, comme avec une fine bonhomie sur les ondes à ses auditeurs. Historien de la langue française et des langues régionales, il est aussi un historien de la littérature, de la plus ancienne à la plus récente. C'est peut-être pourquoi il comprend mieux que personne la portée du mot « modernisation ». C'est peut-être aussi la raison pour laquelle il fait confiance au temps, riche d'imprévisibles et positives nouveautés. Autant de capacités qui, avec l'humour érudit de l'Olympien qu'il est, le prémunissent contre la tentation de la technocratie. Mais l'Agence universitaire de la francophonie n'est pas une multinationale comme une autre. Elle ne vend rien, elle donne. Et essentiellement, elle donne du sens, encore du sens, toujours plus de sens au rapport entre les chercheurs, les enseignants, les étudiants, les universités du monde francophone. En matière de sens et de réseau de sens, Monsieur le recteur Cerchilini est un maître qui ne craint personne. Je l'appelle à nous régaler de sa parole. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les présidents, recteurs, directeurs représentant les établissements membres de l'agence universitaire, distingués invités, collègues, amis. Aujourd'hui, la francophonie universitaire est forte. Elle bénéficie tout d'abord d'un appui politique. Les ministres qui, ce matin, nous ont honorés de leur présence ou d'un message, en témoignent. Le monde politique est attentif à ce que les universitaires pensent, disent et font. Nous leur exprimons notre gratitude et notre estime pour la confiance qu'ils nous portent. La francophonie universitaire, ensuite, est forte de son poids. On l'a dit, cette assemblée est historique. Nous n'avions jamais réuni autant d'établissements, près de 700, venant d'autant de pays. Cela démontre avec éclat que l'AUF fédère la communauté universitaire de langue française. Cela montre la vitalité associative de notre organisation. J'en prendrai pour preuve les 1000 rendez-vous qui ont été formulés pour les rencontres express d'après-demain et qu'il nous faut gérer. Enfin, la francophonie universitaire est forte de sa conviction. Votre présence nombreuse témoigne d'un intérêt pour la langue française qui ne se dément pas. Elle confirme que le français est l'une des grandes langues majeures d'enseignement, de recherche, de savoir à l'échelle internationale. À cette langue de culture et de savoir, nous avons donné une mission de solidarité, de dialogue et de développement. Par là même, le français est un atout dans la compétition internationale. Il met la science au service de tous dans le respect des diversités et des approches. Voilà pourquoi cette langue, nous l'avons choisie. Elle rappelle le nécessaire plurilinguisme du monde et de la science. Elle prouve la fécondité de l'écoute et de l'échange. Elle est un accès généreux à l'universel. Aujourd'hui, l'universel est dans cette salle.
Représentants d'universités qui utilisent le français à des degrés divers, vous avez choisi de participer à cette rencontre. Vous souhaitez, en vous assemblant, établir par la discussion les besoins et les recours de la francophonie universitaire, valider les moyens de renforcer l'attractivité, la visibilité internationale de vos établissements. Vous êtes venus ici pour débattre et faire émerger des réponses que l'AUF mettra en œuvre dans la collégialité. Sachez qu'elle le fera efficacement. Sous la bienveillante et fertile autorité du président Fontaine, auquel l'exécutif par ma voix renouvelle son estime, son attachement et son amitié. Sous cette bienveillante et féconde autorité, nous avons avec vigueur, la secrétaire générale venait de le rappeler, modernisé notre fonctionnement durant ces 4 dernières années depuis l'Assemblée générale de Bordeaux. Au bénéfice de ses membres, l'agence est passée d'une pratique de la substitution à une logique de la coopération. Notre force principale réside dans nos réseaux, nos consortiums, nos partenariats, dans la fonction d'appui et de levier que nous assurons, plus que dans l'assistance directe à tel ou tel de nos membres. C'est dans cet esprit que nous avons mené à terme le processus de déconcentration, opté pour une démarche par projet, renforcer la rigueur et la transparence de notre fonctionnement. Répondant aux souhaits de nos membres, nous sommes une association, nous nous sommes fixés 4 priorités. Les voici. La première concerne la formation. Les effectifs de l'enseignement supérieur, partout dans le monde et dans le monde francophone particulièrement, sont en très forte croissance. C'est une bonne nouvelle pour le niveau général des savoirs et des compétences. Mais il convient de relever le défi de la professionnalisation, de diversifier l'offre de ces formations et de les adapter aux besoins des sociétés. En tant qu'universitaire, il est de notre responsabilité de permettre à la jeunesse francophone de réenchanter l'avenir et son avenir. Il faut pour cela établir les conditions d'un développement viable. C'est là un devoir essentiel pour la francophonie universitaire, pour les experts auxquels le secrétaire général Abdou Diouf faisait allusion tout à l'heure. Cela repose, par exemple, sur une imbrication plus marquée entre formation et besoins du marché du travail. C'est déjà une réalité au Québec et dans plusieurs autres pays du Sud qui en ont fait une priorité. Cette révolution des pratiques passe aussi par une internationalisation accrue des mobilités, tant étudiantes que professorales. Elles sont essentielles au développement de l'enseignement supérieur. Il convient de les multiplier. À cet égard, je tiens à remercier la France qui nous aide à monter un réseau d'entreprises toutes prêtes à aller dans ce sens de la professionnalisation des études. À cet égard, saluons aussi le Brésil qui lance ce fameux programme merveilleux, Ciências Sem Fronteiras, les sciences sans frontières, magnifique, on pourrait en faire notre devise, sciences sans frontières, et la frontière de la langue s'ouvre sur le monde grâce à nous, et le Brésil va envoyer à l'étranger, dans les années qui viennent, 100 000 étudiants pour qu'ils s'y forment. L'ensemble du monde francophone doit s'y associer. L'AUF, pour sa part, travaille avec ardeur avec le Brésil pour donner une formation préparatoire aux étudiants étudiants brésiliens, qui partiront pour des pays francophones. Nous installons sous peu un portail d'auto-formation en français pour former les étudiants avant même leur départ. Le partage des cultures et des modèles favorise la création de laboratoires, la multiplication des expériences dans une optique de perfectionnement permanent. C'est de notre diversité assumée que va émerger l'adaptation de l'enseignement supérieur aux besoins de la société. La deuxième priorité concerne le numérique.
La virtualisation du monde offre une occasion singulière de désenclaver l'enseignement supérieur par le biais du numérique éducatif. Vous le savez, l'AEF, depuis plus de 20 ans, a été pionnière, promotrice de la chose. Elle s'en est faite le héros. Elle a réfléchi, elle a installé, elle a pensé, elle a développé des idées nouvelles. Depuis plus de 20 ans, l'AEF appuie ses établissements adhérents en proposant de nombreuses formations à distance diplômantes et diplômés, en installant des campus numériques francophones et des campus numériques francophones partenaires. Ils permettent d'accéder et de contribuer au savoir mondial. L'avenir de l'AEF sera en très grande partie numérique. Nous favoriserons la création de consortiums d'universités pour produire des formations à distance ouvertes en ligne, les trop équivoquement fameux MOOCs, mais en développant un modèle francophone de ces formations en ligne ouvertes à tous, dénuées de toute inspiration mercantile. Et en particulier, l'Académie francophone des savoirs sera un lieu de production avec notre institut de Tunis dont je parlerai tout à l'heure. Nous créerons un portail multidisciplinaire d'accès aux ressources éducatives libres, francophones. Nous accélérerons la création d'archives ouvertes et de revues scientifiques sous format électronique en accès libre. Nous soutiendrons la création, bien nécessaire, d'une école doctorale en technologie de l'information et de la communication éducative. Le numérique éducatif ne se décrète pas plus qu'il ne s'improvise. Il ne suffit pas que quelques grandes universités américaines mêlent des cours en ligne pour qu'aussitôt le savoir soit répandu dans le monde. Le savoir, il s'acquiert, il se construit. Son apprentissage s'accompagne, nous le savons, nous le répétons depuis plus de 20 ans. Il faut un cadre, des techniques, une pédagogie. C'est pourquoi nous mettons à votre disposition notre tout récent Institut de la francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et des formations à distance. La troisième priorité concerne l'évaluation universitaire. Un sujet dont nous nous sommes saisis avec vigueur à votre demande. Le goût immodéré des classements d'université laisse entendre que le monde universitaire serait une sorte de compétition féroce et ultralibérale entre établissements. Or, l'histoire de l'université depuis le XIIIe siècle montre que c'est la coopération qui caractérise vraiment le mouvement universitaire. Nous appelons donc au développement d'une culture nouvelle et différente de l'évaluation, prenant appui sur le soutien mutuel. Nous sommes une association que s'apportent les institutions d'enseignement supérieur, à la logique de la compétition, à la logique, je l'ai dit, ultralibérale de la compétition. Préférons la construction d'une coopération durable entre universités dans la perspective d'une amélioration continue de nos modes d'enseignement, de nos stratégies de recherche et de nos pratiques de gouvernance. Face à la diversité des modèles d'université et des besoins sociaux, il n'est pas qu'un modèle d'université dans le monde. L'AEF est à vos côtés pour déployer rapidement un dispositif d'accompagnement et d'évaluation d'universités volontaires en recourant aux principes et aux ressources de la coopération scientifique. Notre respect de la diversité permettra de répondre aux vrais besoins de développement des universités et des communautés qu'elles servent. La quatrième priorité transversale est celle de la mise en réseau. Nous sommes un réseau de réseaux. N'oublions pas que l'agence universitaire, opérateur officiel des sommets de la francophonie pour l'enseignement supérieur et pour la recherche, est d'abord une association d'universités depuis 52 ans. En tant que telle, elle a pour mission d'unir ses membres, de multiplier la coopération universitaire. Cela implique une bonne connaissance mutuelle. C'est le propos de la cartographie des formations et de la recherche francophone que nous réalisons à marche forcée. Aujourd'hui même, des renseignements sur plus de 3000 formations offertes par des universités adhérentes sont actuellement en ligne,
disponible à tous. Et j'invite tous les établissements présents à contribuer à cette cartographie. Nous allons également renforcer la recherche en réseau et donc l'essor de réseaux de jeunes chercheurs. Il faut aider la recherche innovative et qui est en développement. En constituant des groupes de recherche sur des problématiques émergentes et déterminantes pour le développement de toutes nos sociétés. C'est pourquoi nous valoriserons au plan mondial les travaux de recherche de ces équipes à travers la constitution d'archives ouvertes. Et nous avons commencé avec une archive ouverte qui concerne l'Afrique. Nous allons donner à lire au monde savant entier les travaux produits en Afrique. Mesdames et messieurs, penser la francophonie universitaire de demain participe de cette pensée du réseau. Depuis quelques années, nous avons repoussé les frontières de la francophonie traditionnelle et historique, en dépassant les rancœurs du passé, les clivages politiques, voire les conflits. La carte des adhérents de l'AUF dessine les contours d'un monde meilleur. Nous, universitaires francophones, nous le croyons possible. Nous y contribuons. Une francophonie nouvelle émerge. Nous avons des membres au Brésil, en Inde, en Chine. C'est dans ces contrées prometteuses pour la coopération de demain qu'il convient de porter haut l'étendard de la francophonie universitaire. Non duco ducor, telle est la devise latine de San Paul. Je ne suis pas mené, je conduis. Faisons nôtre cette devise pour les 3 jours à venir que je souhaite porteurs d'échanges féconds et collégiaux et féconds. Une déclaration finale et solennelle en témoignera, souhaitons-le. La francophonie universitaire a des choses à dire au monde. Chers amis, elle le dira. Je vous remercie. Christina, je crois qu'il y a un moment de questions, je crois. Merci, Monsieur le Recteur. Comme Monsieur le Recteur vient de l'annoncer, il y a un moment de questions. Donc, on vous attend. Merci, la chambellane. Monsieur le recteur, oui. Je suis là, presque au milieu. Ah oui, d'accord. Je vous vois. Oui, absolument. Je suis Père Georges Obeïka, vice-recteur aux relations internationales de l'Université Saint-Esprit du Castique au Liban. Comme à l'accoutumée, je suis délecté à vous écouter. Vous êtes innovateur, exceptionnel et visionnaire. Concernant l'émergence de la formation universitaire au XIIIe siècle qui a été marquée par la coopération, et le sera toujours, bon, comme vous êtes innovateur, je vais vous proposer donc un nouveau concept qui est déjà utilisé au lieu de la coopération sans émulation. Et ça se pourrait se faire sans problème. Mais la compétition attise. La compétition attise les énergies. Donc comme solution de rechange entre la compétition féroce, qui est un peu répulsive, et une coopération fade et froide, bon, comme solution de rechange, ça sera la coopétition. La coopétition. Voilà. Donc, c'est une coopération compétitive ou bien une compétition coopérante. Merci beaucoup. Je vous remercie. L'oulipien que je suis accueille avec faveur cette néologie, monsieur le recteur. Excellent. Elle définit parfaitement notre état d'esprit associatif. Eh bien, pour conclure, mes chers amis, je voudrais vous rappeler que l'Agence universitaire de la francophonie, c'est un sport d'équipe. 435
collaborateurs dans le monde, proches de vous, travaillent avec ardeur au profit de vos établissements pour vous aider dans votre projet, pour votre développement. Ils sont à votre service. Sur ces 435, 50 sont présents aujourd'hui à São Paulo. Ils ont travaillé proprement jour et nuit avec abnégation, dévouement, vigueur, ardeur pour préparer cette Assemblée générale. Vous imaginez les milliers de problèmes qu'il a fallu résoudre pour vous accompagner. Je tiens à leur dire mon estime, mon remerciement et je voudrais qu'ils soient tous applaudis. J'ai parlé d'une équipe et je voudrais, pour terminer, vraiment vous présenter l'équipe de direction qui m'entoure et qui dirige avec moi. Et ils sont là, ils sont présents à São Paulo. Il y a la secrétaire générale, Wanda Diebol, que vous avez entendu tout à l'heure. Il y a le vice-recteur Pierre Neuraud, à la programmation au développement, ici présent. Le vice-recteur Émile Tanawa, à la vie associative et à la coopération des régions. Ils sont présents, rencontrez-les, discutez avec eux. Et puis, les 10 piliers de la sagesse, les 10 piliers de l'action déconcentrée, ce sont 10 professeurs des universités qui dirigent l'agence dans leur région. Ils ont toute autorité pour le faire. Nous sommes en cours de nomination du directeur du Bureau des Amériques, je ne le présenterai pas. Directeur du Bureau Afrique centrale des Grands Lacs, le professeur Alain Ondois. Directeur du Bureau Afrique de l'Ouest, le professeur Jamel Ben Brahim. Directeur du Bureau Asie-Pacifique, le professeur Olivier Garot. Directeur du Bureau Caraïbes, le professeur Michel Dispersin. Directeur du Bureau Europe centrale et orientale, le professeur Abderrahman Rida. Directeur du Bureau Europe de l'Ouest, pôle de développement, comme à Montréal, le professeur Claude Condé. Directrice du bureau Maghreb, Cristina Rebalo Cordeiro, qu'on ne présente plus, elle est ici, c'est notre chambellane. Directrice du bureau Moyen-Orient, Salwa, la professeure Salwa Nakouzi, et directeur du bureau Océan Indien, le professeur Philippe Bataille. C'est mon équipe, elle a toute mon estime, et je tiens ce matin à la saluer de nouveau. Muito obrigado. Nous allons terminer notre matinée et je vais vous donner quelques informations. Il y a un petit changement de programme, étant donné que l'heure est un peu avancée. On avait prévu de terminer la matinée par la présentation du projet de programmation quadriennale 2014-2017 et nous allons commencer l'après-midi par cette présentation. Donc rendez-vous ici à 14h10 en début d'après-midi, tous à nouveau ensemble avant la présentation des ateliers, des 5 ateliers qui auront lieu après. Je vous annonce aussi avec plaisir que le discours de Monsieur le recteur sera disponible dans la rotonde du foyer du mémorial dans l'après-midi. 2 petites informations concernant le fonctionnement de cette salle. On vous demande de ne rien laisser, de ne laisser aucun effet personnel dans la salle pendant les pauses, pause café, pause déjeuner. Donc prenez s'il vous plaît tout avec vous. On vous demande également, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, de remettre les casques de traduction qui vous ont été donnés ce matin. Et enfin, nous allons déjeuner. Je vous rappelle qu'une partie de la tente, comme je l'ai dit ce matin, est réservée à un déjeuner femmes, auquel Madame Benguigui assistera. Elle nous attend d'ailleurs déjà. Je vous invite donc à nous suivre. Nous allons tous nous acheminer vers la tente et je vous souhaite à toutes et à tous bon appétit.